Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons aborder la notion de titrage. On va regarder comment quantifier ce qu'on ne peut pas voir. Alors pour ça, pour que ce soit simple au début, on va s'intéresser à la famille pingouin qui s'ennuie sur sa banquise, donc qui passe son temps à faire des blagues aux ours polaires et à se faire bouffer, et du coup qui ont décidé d'aller faire un tour en avion. Et les voilà donc partis au-dessus de l'Atlantique, et tranquille, ils se préparent dans l'avion à faire quoi? Eh bien à sauter en parachute. Et alors, et on y va. Le papa il commence, et toute la famille suit derrière. Et c'est parti, on sait même pas combien ils sont tellement il y en a. L'avion était immense et toute la famille a sauté dans une contrée lointaine. Swag. Et Superco est donc parti au-dessus de l'Atlantique pour sauver ses amis les pingouins. Il décide donc de leur jeter une bouée. Il sauve un pingouin. Puis une deuxième bouée. Il sauve un deuxième pingouin. Une troisième. Sauve donc un troisième pingouin. Une quatrième. Pour sauver un quatrième pingouin. Etc. Jusqu'à 23. Mais il se pose la question, est-ce qu'il n'y en aurait pas 24 par hasard? Et en jetant la 24e bouée, il se rend compte qu'elle ressort sans pingouins. Il y aurait donc a priori 23 pingouins dans l'océan. Il les a donc tous sauvés. Alors faisons le point. On va faire un peu le ménage sur l'image. On va enlever ça. Pardon, je te remets ça. Et on enlève le pingouin. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a vu qu'un pingouin qui recevait une bouée représentait alors un pingouin sauvé. On peut donc modéliser ce phénomène par l'équation suivante. P pour pingouin plus B pour bouée donne PS pour pingouin sauvé. Les objectifs de Superco étaient les suivants. Petit 1, sauver les pingouins, et petit 2, évaluer leur nombre, pour être sûr qu'il n'en avait pas oublié. Donc, pour sauver les pingouins, il lançait des bouées. Et pour évaluer leur nombre, il a vu que chaque bouée utile est équivalente à un pingouin. On va donc noter NB le nombre de bouées utilisées et NP le nombre de pingouins utilisés. À la dernière bouée utile, on a une équivalence parfaite entre le nombre de pingouins qu'il y avait dans l'océan et le nombre de bouées qui ont été utilisées. On va appeler ce moment l'équivalence. Et à ce moment-là, on aura la quantité de pingouins à sauver qui était égale au nombre de bouées versées. Pour aller un petit peu plus loin, on va parler de notion de réactif limitant. Nouvelle situation avec moins de pingouins. On a Superco qui va lancer donc 2 bouées à l'océan. On constate que les 2 bouées sont utilisées. Donc tout a été consommé, tout ce qu'on a versé en fait comme bouée a été utilisé. Donc on peut dire que les bouées sont limitantes. Ensuite, il jette une autre bouée. La bouée est toujours limitante puisqu'elle est directement utilisée. Pourtant, il reste encore des pingouins dans l'océan. Donc il décide d'en jeter 2 pour aller un peu plus vite. Et là, il constate que seulement une bouée sur 2 a été utilisée. Autrement dit, tout à l'heure, les bouées étaient limitantes. Mais là, vu qu'il reste une bouée, ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de pingouins pour consommer toutes les bouées. Autrement dit, ce sont les pingouins qui sont devenus limitants. En fait, tout à l'heure, on a parlé de l'équivalence lorsqu'il y avait une parfaite égalité entre le nombre de pingouins et le nombre de bouées. Et ici, on peut donc affirmer qu'à l'équivalence, à partir de l'équivalence, il y a changement de réactif limitant, puisque d'abord c'était les bouées qui étaient limitantes, et ensuite c'était les pingouins qui étaient limitants. Alors évidemment, ça va dépendre des coefficients stoichiométriques, de l'équation de modélisation, mais ça on en parlera ensemble en classe.
Alors en chimie, qu'est-ce que ça donne? Déjà, on va imaginer que l'océan, il est contenu dans un bécher. On a une espèce A, donc c'était nos pingouins de tout à l'heure. Ça va être ce qu'on appelle l'espèce A titrée. C'est l'espèce dont on veut vérifier la quantité. Donc, on va utiliser au-dessus ce qu'on appelle une burette graduée afin de verser l'espèce qualifiée de titrante. C'est celle qui nous sert à vérifier la quantité. Donc, bien sûr, cette burette doit être graduée précisément. On aura alors la lecture possible du volume. On connaîtra bien la concentration, ce qui nous donnera accès à chaque fois à la quantité d'espèces titrantes versées. Ensuite, donc bien sûr, il faut agiter pour que les molécules puissent se rencontrer et réagir ensemble. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais verser un petit peu de B dans le bécher. Grâce à l'agitation, A et B vont se rencontrer, réagir ensemble pour donner les espèces C et D. On constate ici que A et B sont entièrement consommés. Donc la réaction est totale. On continue, A et B vont à nouveau réagir ensemble pour former à nouveau C et D. Comme B est entièrement consommé et que A, on constate qu'il en reste, on peut donc dire que pour l'instant B est le réactif limitant. Tout ce qu'on verse de B sera consommé. Et on va donc modéliser ce qu'on appelle l'équation support de dosage. Donc ça modélise en fait la transformation qui se passe dans notre bécher. Et on a un A qui réagit avec un B pour donner un C et un D. C'est ce que vous avez vu dans le bécher. En chimie, on dira que 1 mol de A a réagi avec 1 mol de B pour donner 1 mol de C et 1 mol de D. Alors, au bout d'un moment, donc, on a encore une fois un petit peu de B qui est versé dans le bécher. Et on constate ici que c'est la dernière quantité de A qu'il y avait dans le bécher qui vient réagir pour à nouveau donner du C et du D. Ici, constatez bien qu'il ne reste plus du tout de B et plus du tout de A. On a donc A et B qui sont tous les deux limitants. Comme on avait tout à l'heure à un moment où le nombre de bouées correspondait exactement au nombre de pingouins. Et on a eu ce qu'on appelait l'équivalence. On a donc des conditions stoichiométriques qui sont respectées à ce moment-là, ce qui nous permet d'écrire que Na sur 1 était égal à Nb sur 1. N'oublions pas que nous, on cherche à déterminer Na, ce qui nous donne Na égale à 1 sur 1 Nb. Alors, donc Nb, ça, je vais y avoir accès facilement, puisque ça va correspondre à ce qui est versé grâce à la burette. Donc, on a Nb qui est égal à Cb fois Vb. Je rappelle, on connaissait la concentration. Le volume Vb est lu grâce aux graduations de la burette ici. Je sais donc en temps réel ce que je verse à chaque fois de B. À l'équivalence, on aura versé un volume qu'on appelle Vec, comme volume équivalent, de l'espèce B. J'ai donc Na qui, à l'équivalence, est égal à 1. N'oublions pas l'objectif, nous on cherche à connaître la concentration en A qu'il y avait au départ. Donc, vu que je viens d'établir ceci, je sais également que Na est égal à CaV1. Donc, ça va nous donner Ca égale à CbVec sur Va. La question qui se pose maintenant, c'est comment repérer l'équivalence. C'est bien beau de rajouter du titrant, mais à quel moment tu sais si l'équivalence est atteinte? Deux possibilités. Une possibilité qu'on détaillera plus l'année prochaine, c'est la mesure d'un paramètre physique, par exemple la pH-métrie, qui va changer brutalement au moment du passage de l'équivalence. Ce qu'on va voir cette année, c'est la colorimétrie. Effectivement, la couleur de la solution va pouvoir éventuellement changer au moment où l'équivalence est atteinte. Un exemple concret va se faire autour du dosage du diode. Souvenez-vous, dans une précédente vidéo, on en avait parlé. Donc, ici, si je veux doser le diode, celui contenu dans la bouteille, je vais verser donc dans cet espace-là un certain volume de diode. Donc je connaîtrai parfaitement le volume que j'y ai mis, et bien sûr, je vais chercher la concentration. Pour ce faire, je vais le faire réagir avec les ions, souvenez-vous, thiosulfate, S2O3-. Donc j'en verserai un certain volume, et je connais parfaitement la concentration qu'il y a dans la burette. Donc l'équation support de dosage est la suivante. Avant l'équivalence, le diode est forcément en excès, puisqu'il en reste, et donc le thiosulfate est immédiatement consommé dès qu'on va le mettre. Donc au fur et à mesure, la couleur va s'éclaircir, mais elle sera toujours persistante. À l'équivalence, en revanche, les réactifs étant introduits dans les proportions stoichiométriques, tout le diode a été consommé. Donc la solution devra changer de couleur.
C'est comme ça qu'on définit un dosage colorimétrique. À l'équivalence, il doit y avoir un changement de couleur qui nous permet de repérer. Et à ce moment-là, on n'aura plus qu'à lire le volume de titrant que l'on a versé pour atteindre cet état. Pour trouver la concentration de diode, on va donc procéder comme suit. Je définis bien à l'équivalence ma relation de stoichiométrie entre l'espèce attitrée et l'espèce titrante. Et ensuite, j'en déduis la concentration. Donc N de I2, c'est C fois V, hein, donc C de I2 fois V de I2. Pareil pour le thiosulfate, j'oublie pas le coefficient stoichiométrique. Et je dégage l'expression littérale C de I2. Voilà, donc j'espère que ça vous aura montré déjà le dosage colorimétrique, mais surtout l'importance des coefficients stoichiométriques. Faites attention, on cherchera à vous choper là-dessus. Allez, c'est fini. À bientôt en classe, mes petits loulous.